Un monde sans mensonge serait-il vivable? Imaginons un monde où chaque individu s'engage à dire la vérité en toutes circonstances, sans exception. Un monde où les mensonges, qu'ils soient grands ou petits, intentionnels ou par omission, sont absents de nos interactions quotidiennes. Cette hypothèse, bien que séduisante, invite à réfléchir sur les implications profondes d'une telle réalité. D'un point de vue social, dire la vérité absolue pourrait renforcer la confiance entre les individus. Sans mensonge, les relations interpersonnelles gagneraient en transparence, éliminant les malentendus et les suspicions. Qu'il s'agisse de gouvernements, des entreprises ou des transparences totales, pourraient également engendrer des défis. Les secrets d'État, les informations sensibles ou les stratégies concurrentielles pourraient devenir vulnérables, exposant des données cruciales à des acteurs malveillants. De plus, la divulgation constante de la vérité pourrait alourdir les interactions quotidiennes, les rendant plus complexes et potentiellement moins efficaces. Sur le plan personnel, l'absence de mensonges pourrait simplifier la vie, en éliminant la nécessité de mémoriser des fictions ou de maintenir des façades. Les individus pourraient interagir sans crainte d'être trompés ou de tromper, favorisant l'environnement de la sincérité et de l'authenticité. Cependant, cette réalité pourrait être également accablante. La vérité nue, sans filtre ni atténuation, pourrait être difficile à supporter. Les critiques incessantes, les jugements impitoyables et l'absence de blanc dans les conversations pourraient mener à des tensions émotionnelles et sociales. Les individus pourraient se retrouver confrontés à une honnêteté brutale, difficile à digérer et potentiellement nuisible à l'estime de soi. Philosophiquement, la question de la vérité absolue a longtemps été débattue. Des penseurs comme Emmanuel Kant ont soutenu que la véracité est un devoir moral inconditionnel. Selon lui, mentir est toujours moralement répréhensible, car cela corrompt la capacité morale de l'individu et porte atteinte à une dignité humaine. Kant affirmait que même si un mensonge pouvait sembler justifiable pour protéger quelqu'un, il est en réalité nuisible à la société dans son ensemble, car il sape la confiance fondamentale nécessaire au bon fonctionnement social. D'un autre côté, des penseurs comme Benjamin Constant ont proposé que des exceptions au devoir de vérité pourraient exister, notamment pour protéger autrui de préjudices inutiles. Selon cette perspective, mentir pourrait être considéré comme un mal nécessaire pour observer le bien-être de la sécurité des individus. En outre, des auteurs comme Montaigne ont réfléchi sur le mensonge en tant que vice, le qualifiant de vilain vice et de maudit vice. Ils mettaient en lumière le rôle de la parole comme moyen de correspondance entre les esprits, suggérant que celui qui fausse la parole trahit la société publique. Cependant, même Montaigne reconnaissait que, dans la vie courante, certains mensonges pouvaient être utiles. Le progrès rend-il vraiment le monde meilleur? Ce concept de progrès a longtemps été au cœur de nos sociétés, porteur d'espoir et moteur de développement. Cependant, des philosophes ont remis en question cette notion, la qualifiant de mythe. Le progrès est perçu comme une avancée continue vers un idéal, mais cette vision est-elle réellement fondée? Certains philosophes suggèrent que le progrès est souvent considéré comme une évidence, une marche en avant ininterrompue. Pourtant, il invite à réfléchir sur la nature de ce mouvement. S'agit-il d'une véritable avancée ou simplement d'un déplacement sans direction précise? Cette interrogation nous pousse à examiner si nos actions actuelles contribuent réellement à un monde meilleur, ou si nous nous contentons de reproduire des schémas sans remise en question. De plus, la quête incessante de croissance économique est souvent présentée comme un synonyme de progrès. Cependant, cette approche peut entraîner des contradictions. Par exemple, pour résoudre les problèmes créés par une production industrielle accrue, certains préconisent encore plus de croissance, malgré les dégâts environnementaux et l'aggravation des inégalités qu'elle peut engendrer. Cette réflexion nous invite à reconsidérer nos priorités et à questionner la durabilité de notre modèle actuel. Ainsi, le mythe du progrès nous invite à une introspection collective. Sommes-nous réellement en train d'améliorer nos sociétés ou contentons-nous seulement de maintenir un système qui profite à tous en négligeant les conséquences à long terme? Il est essentiel de distinguer le progrès en tant que concept abstrait et les réalités tangibles de nos actions quotidiennes. En définitive, cette remise en question du progrès ne vise pas à le rejeter systématiquement, mais à encourager une réflexion critique. Elle nous pousse à définir ce que nous entendons par meilleur et à évaluer si nos trajectoires actuelles nous y conduisent réellement. Peut-être est-il temps de définir le progrès
non pas comme une course effrénée vers un idéal lointain, mais comme une série d'étapes conscientes et réfléchies vers une société plus juste et plus durable. Le rasoir d'Occam, également connu sous le nom de principe de parcimonie, est un concept philosophique attribué au moine franciscain anglais Guillaume Occam. Ce principe suggère que, face à plusieurs explications possibles pour un phénomène donné, il est préférable de retenir la plus simple, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins d'hypothèses non vérifiées. En d'autres termes, il préconise de ne pas multiplier les entités ou les suppositions au-delà de ce qui est nécessaire pour expliquer un phénomène. Cette idée trouve ses racines bien avant Occam. Par exemple, Aristote, le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, exprimait déjà une pensée similaire, en affirmant qu'il est préférable de prendre des principes moins nombreux et de nombres limités. De même, un adage scolastique dérivé d'Aristote stipule que c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre. Ces formulations antérieures illustrent que la quête de simplicité dans l'explication n'est pas une idée nouvelle, mais qu'elle a traversé les siècles, s'affinant au fil du temps. Dans le contexte scientifique et philosophique, le rasoir d'Occam, ou d'Occam, sert de guide pour élaborer des théories et choisir parmi différentes hypothèses. Il ne s'agit pas de déclarer que la solution la plus simple est nécessairement la correcte, mais, plutôt qu'en l'absence de preuves contraires, la simplicité est préférée. Cette approche vise à éviter l'introduction de concepts ou d'entités inutiles qui compliqueraient inutilement l'explication d'un phénomène. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce principe comme une invitation à simplifier à l'extrême ou à ignorer les complicités inhérentes de certains phénomènes. La simplicité recommandée n'est pas celle qui néglige les détails essentiels, mais celle qui va à l'essentiel, sans ajouter de suppositions non fondées bien sûr. Ainsi, le rasoir d'Occam nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous construisons nos explications, et à être conscient de la tentation d'ajouter des couches d'hypothèses qui n'apportent aucune valeur d'explicatif supplémentaire. Et toi, penses-tu que la simplicité est toujours préférée dans n'importe quelle situation ? Le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur, formulé par Épiménide le Crétois, plonge au cœur des complexités de la logique et de la vérité. Épiménide, originaire de Crète, aurait déclaré « Les Crétois sont toujours menteurs ». Cependant, comme il est crétois lui-même, cette affirmation se retourne contre lui, engendrant une contradiction qui a façonné les philosophes et les logiciens à travers les siècles. Ce paradoxe illustre une situation où une déclaration se réfère à elle-même, créant une boucle sans fin. Si on considère l'affirmation d'Épiménide comme vraie, cela signifie que les Crétois mentent toujours. Or, Épiménide étant crétois, cette déclaration serait un mensonge, ce qui contredit l'idée qu'il dit la vérité. Inversement, si on suppose que son affirmation est fausse, cela suggère que les Crétois ne mentent pas toujours. Cependant, cela impliquerait qu'Épiménide dit la vérité, en déclarant que les Crétois sont des menteurs, ce qui est également contradictoire. Cette énigme met en lumière les limites de la logique binaire, où une proposition est soit vraie, soit fausse. Les énoncés autoréférentiels, comme « cette phrase est fausse », défient cette dichotomie, car ils ne peuvent être évalués de manière cohérente. Le paradoxe du menteur a ainsi conduit à des révisions des systèmes logiques traditionnels, notamment dans les domaines de la logique des mathématiques et de la sémantique. Les implications philosophiques de certains paradoxes sont profondes. Ils invitent à réfléchir sur la nature de la vérité et la possibilité d'une vérité absolue. Si une déclaration peut être vraie et fausse à la fois, en raison de son autoréférence, cela suggère que la vérité pourrait être plus nuancée et contextuelle que ce qu'on l'avait supposé. En somme, le paradoxe du menteur sert de miroir aux complexités. Aux complexités et aux paradoxes de notre propre compréhension de la vérité et de la logique. Il nous repousse à mettre en question nos certitudes et à explorer des systèmes de pensée plus sophistiqués pour appréhender les subtilités du langage et de la réalité. Vaut-il mieux une vie courte et intense ou une vie longue et paisible? La question de savoir s'il est préférable de mener une vie courte et intense ou une vie longue et paisible a traversé les siècles, interrogeant aussi bien les philosophes antiques que les penseurs contemporains. Cette réflexion invite à considérer la qualité de l'existence humaine
au-delà de sa simple durée, mettant en lumière les choix individuels et les valeurs personnelles qui façonnent notre passage sur Terre. Les stoïciens, notamment Sénèque, abordent cette problématique sous l'angle de l'utilisation judicieuse du temps. Dans son essai de la brièveté de la vie, Sénèque suggère que la perception de la brièveté de la vie découle souvent d'une gestion inefficace de notre temps. Il critique ceux qui, absorbés par les occupations futiles ou les préoccupations superficielles, laissent filer les jours sans en tirer pleinement parti. Pour Sénèque, une vie riche en expériences significatives, même si elle est de courte durée, peut être perçue comme longue et épanouissante. Il écrit que nous n'avons point reçu une vie brève, nous l'avons faite telle. De l'autre côté du spectre, l'épicurisme prône une existence axée sur la recherche du plaisir modéré et l'évitement de la douleur, visant ainsi l'ataraxie ou la tranquillité de l'âme. Épicure, le fondateur de cette école, enseignait que la jouissance des plaisirs simples et naturels, tels que l'amitié et la contemplation, conduit à une vie heureuse. Il met en garde contre la recherche effrénée de plaisirs intenses qui pourraient engendrer des souffrances futures. Ainsi, une vie longue consacrée à la quête de plaisirs équilibrés et à l'absence de troubles pourrait être considérée comme l'idéal épicurien. Albert Camus, quant à lui, introduit la notion de l'absurde pour décrire le fossé entre notre quête de sens et l'indifférence de l'univers. Face à cette réalité, il propose la révolte comme réponse, une acceptation lucide à notre condition sans espoir, tout en embrassant la liberté et la passion. Pour Camus, multiplier les expériences et vivre pleinement chaque instant, malgré le manque de sens ultime, constitue une réponse authentique à l'absurde. Cette perspective valorise une vie riche en intensité, qu'elle soit courte ou longue, tant qu'elle est vécue, avec conscience et engagement. Paulo Coelho, écrivain contemporain, offre une vision poétique sur cette question. Il affirme que la réalité de notre existence dépend de la manière dont nous la vivons, indépendamment de sa longueur. Selon lui, il est essentiel de saisir les opportunités, de poursuivre nos rêves et de cultiver des relations authentiques pour donner du sens à notre passage sur Terre. Cette approche met l'accent sur l'importance de l'engagement personnel et de la pleine conscience dans nos actions quotidiennes. En somme, cette question philosophique ne trouve pas de réponse universelle, car elle dépend des valeurs, des croyances et des aspirations de chacun. Elle nous pousse à réfléchir sur nos priorités, à évaluer comment nous utilisons notre temps et à déterminer ce qui confère du sens à notre vie. Que l'on privilégie une existence marquée par des moments forts et passionnés ou une vie paisible et prolongée. L'essentiel réside peut-être dans la quête d'une vie pleinement vécue. Et toi, préfères-tu une vie courte mais intense ou une vie longue et paisible ? La nature a-t-elle des droits ? La question de savoir si la nature possède des droits invite à une réflexion profonde sur la relation avec notre environnement et sur la manière dont nous concevons les droits en général. Traditionnellement, les droits sont attribués aux individus ou aux entités capables de faire valoir ces droits, généralement des êtres humains ou des organisations. Cependant, envisager la nature comme titulaire de droits remet en question cette conception et ouvre la voie à une réévaluation de notre responsabilité envers l'environnement. Dans certaines cultures autochtones, la nature est perçue comme un ensemble d'entités vivantes interconnectées, chacune dotée d'une essence propre et d'une valeur intrinsèque. Par exemple, les Achuars d'Équateur considèrent que les hommes, ainsi que la plupart des plantes, des animaux et même des phénomènes météorologiques, sont des personnes dotées d'une âme et d'une vie autonome. Pour eux, il n'y a pas de distinction nette entre nature et culture, reflétant une vision holistique du monde où chaque élément a sa place et sa fonction. Cette perspective contraste avec la vision occidentale dominante, qui a longtemps considéré la nature comme une ressource à exploiter pour le bénéfice humain. Au fil des siècles, cette approche utilitariste a conduit à une exploration intensive des ressources naturelles, souvent sans égard pour les conséquences écologiques et sociales. Cependant, face aux défis environnementaux actuels, tels que le changement climatique et la perte de biodiversité, il devient évident que cette relation exploitative va devenir insoutenable à long terme. La reconnaissance des droits de la nature peut être vue comme une réponse à cette crise. En attribuant des droits à la nature, on cherche à établir un équilibre où les besoins humains sont satisfaits, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette approche implique une révision des systèmes juridiques et politiques pour intégrer la protection de l'environnement comme un impératif moral et légal. Par exemple, en Équateur,
La Constitution reconnaît les droits de la nature, permettant aux citoyens de revendiquer en justice la défense de l'environnement. Cependant, cette idée soulève des questions complexes. Peut-on vraiment attribuer des droits à des entités non humaines qui ne peuvent pas défendre leurs intérêts? Comment déterminer quels aspects de la nature devraient être protégés et comment équilibrer ces droits avec les besoins humains? De plus, certains philosophes comme Hegel ont soutenu que le droit est intrinsèquement lié à la liberté de l'esprit humain, suggérant que la nature, en tant que non consciente, ne peut être sujette au droit. Selon cette perspective, bien que nous ayons des devoirs envers l'environnement, la nature elle-même ne peut pas détenir de droits au sens juridique. En définitive, la question des droits de la nature nous pousse à réexaminer nos valeurs fondamentalistes et notre place dans le monde naturel. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre en harmonie avec notre environnement, en reconnaissant que notre bien-être est intrinsèquement lié à la santé de la planète. Cette réflexion est essentielle pour orienter les politiques publiques, les pratiques industrielles et nos comportements individuels vers un avenir plus durable et plus équitable pour tous les habitants de la Terre. Et toi, penses-tu qu'il serait nécessaire d'attribuer à la nature des droits ? La question du libre arbitre interroge la nature de nos décisions. Sommes-nous véritablement libres de choisir nos actions, ou sommes-nous soumis à des déterminismes qui orientent inéluctablement nos choix? Cette interrogation a traversé les siècles, alimentant les débats philosophiques et scientifiques. Le philosophe néerlandais Spinoza, au XVIIe siècle, a apporté une perspective radicale sur cette question. Dans sa Lettre à Schuller, Spinoza suggère que l'idée du libre arbitre est une illusion. Il compare l'homme à une pierre lancée en mouvement, qui croit se déplacer librement, ignorant les causes qui l'y ont conduite. Selon lui, tout, y compris nos pensées et nos actions, est soumis à des causes antérieures. Ainsi, nos décisions, loin d'être le fruit d'une volonté libre, seraient le résultat d'une chaîne causale, ininterrompue. Si nos actions sont le produit de causes antérieures, cela remet en question notre responsabilité morale. Sommes-nous réellement responsables de nos actes, si nous n'avons pas le pouvoir de les choisir librement? De plus, cette vision peut influencer notre perception de la justice et de la punition, car elle suggère que les individus agissent en fonction de déterminismes qu'ils ne contrôlent pas. Il est essentiel de différencier la liberté, en tant que capacité d'agir selon la volonté, et le libre arbitre, en tant que faculté de choisir indépendamment toute cause. Spinoza propose que la véritable liberté réside dans la compréhension des causes qui nous déterminent. En d'autres termes, être libre ne signifie pas agir sans cause, mais comprendre les influences qui guident nos actions, et ainsi acquérir une forme de liberté intérieure. Cette perspective invite à une introspection profonde. Prenons-nous réellement nos décisions de manière autonome ou sommes-nous le produit de notre environnement, de notre éducation ou de nos expériences passées? Reconnaître les influences qui façonnent nos choix peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cependant, accepter cette vision peut être déstabilisant, car elle remet en question notre conception de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. La question de savoir si on doit agir moralement par obligation ou par compassion invite à une réflexion profonde sur les fondements de nos actions éthiques. D'un côté, certains philosophes comme Emmanuel Kant soutiennent que la moralité découle du devoir, c'est-à-dire l'obligation d'agir. De l'autre, des penseurs tels que Arthur Schopenhauer plaident que la compassion est une forme d'empathie envers la souffrance d'autrui. Kant introduit le concept d'impératif catégorique, selon lequel une action est moralement valable que si elle peut être universalisée, c'est-à-dire si la maxime qui la guide peut être adoptée par tous sans contradiction. Pour Kant, agir moralement signifie accomplir son devoir par respect pour la loi morale, indépendamment des inclinaisons personnelles ou des conséquences. Ainsi, même si on n'éprouve pas de sympathie particulière pour une personne, l'obligation morale de l'aider en cas de besoin demeure. Cependant, cette perspective kantienne a été critiquée par Schopenhauer qui considère que la morale ne peut pas être fondée sur des principes abstraits ou universels. Selon lui, la moralité doit s'adapter à la situation particulière de chacun. Schopenhauer affirme que la véritable base de la morale est la compassion. Cette capacité à ressentir la souffrance d'autrui, à être motivé, à y répondre. Pour lui,
L'action morale découle d'une reconnaissance intuitive de la souffrance des autres, ce qui nous pousse à les aider sans attendre de récompense. Cette opposition entre éthique du devoir et éthique de la compassion soulève des questions universelles sur la nature de nos actions morales. Agissons-nous moralement parce que nous reconnaissons une obligation universelle qui transcende nos sentiments personnels, ou est-ce que c'est notre capacité à ressentir et à comprendre la douleur d'autrui qui nous pousse à agir de la manière éthique? La réponse à cette question influence non seulement notre conception de la moralité, mais aussi la manière dont nous structurons nos sociétés et nos systèmes juridiques. En définitive, cette réflexion nous invite à examiner nos propres motivations et à considérer si nos actions sont guidées ou non par un sens du devoir impersonnel. Peut-être que la véritable moralité réside dans un équilibre entre ces deux approches, intégrant à la fois reconnaissance de principes universels et compréhension d'expériences individuelles. Alors, doit-on agir moralement ou bien par compassion ?